Avant de commencer la première partie de ce programme d'immersion, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager à tous les étudiants, tous les jeunes que vous connaissez, tous les professionnels qui désirent augmenter leurs compétences, qui désirent voir comment on peut faire les choses autrement, de pouvoir profiter aussi de cette vidéo. Dans cette première partie du programme d'immersion, nous verrons tous les éléments essentiels qui vous permettront de comprendre le web, de définir une application web, de comprendre l'architecture d'une application web, de connaître des technologies que vous devez nécessairement maîtriser pour le développement d'une application web et les différents frameworks qui vous aideront à accélérer le développement de vos applications web. Pour commencer, nous allons parler du réseau Internet et de ses protocoles. Pour fonctionner, une application web a besoin d'un réseau. En réalité, il existe plusieurs types de réseaux, parmi lesquels les réseaux locaux et le réseau Internet. Le réseau Internet est composé de tous les réseaux locaux. C'est la raison pour laquelle j'aime souvent dire le réseau Internet est le réseau des réseaux. De manière pratique, comment ça se passe? De manière pratique, dans un réseau local, nous avons un ensemble de services. Ces services sont derrière un routeur. Et lorsque nous désirons ouvrir un service à l'exploitation mondiale, à travers le routeur, nous rendons ce service disponible sur Internet. Prenons un exemple très simple. Nous avons une entreprise et cette entreprise a plusieurs services parmi lesquels son service d'ERP qui permet de gérer son entreprise et son site Internet. L'application ERP permet à l'entreprise de fonctionner. Donc, cette application va rester locale à son entreprise. Donc, va fonctionner du côté interne du routeur. Et le site Internet aura besoin d'être vu par tout le monde entier. À travers le routeur, l'entreprise va uniquement exposer le site Internet. Le réseau Internet a ce qu'on appelle une pile protocolaire. Un protocole, c'est quoi? Un protocole, c'est simplement un ensemble normalisé des règles décrivant la manière de transmettre les informations entre deux ordinateurs. Dans la couche protocolaire d'Internet, on a quatre principales couches. La couche applicative, la couche transport, la couche Internet et la couche réseau. Au niveau de la couche applicative, nous avons les protocoles qui nous permettent de développer nos applications web, de notifier les utilisateurs. Et au niveau de la couche transport, nous avons des protocoles qui permettent de transmettre l'information d'une machine à une autre, où nous pouvons gérer les sessions entre les machines. Et au niveau de la couche Internet, nous avons l'adressage et le routage de l'information. Au niveau de la couche réseau, c'est nécessairement la couche matérielle, le support physique sur lequel l'information va circuler d'une machine A vers une machine B. De manière concrète, le protocole HTTP, qui est appelé encore Hypertext Transfer Protocol, est un protocole qui tourne sur le port 80, qui est utilisé pour la communication sur le web. Il existe la version sécurisée HTTPS qui tourne sur le port 443. Ensuite vient le protocole FTP, qui est le protocole File Transfer Protocol. Il est utilisé pour transmettre les informations, les fichiers d'un serveur à un autre. Par exemple, vous avez développé votre application et vous désirez déployer votre application, c'est-à-dire déplacer le code source de votre application de votre ordinateur vers votre serveur. À ce moment, vous aurez besoin du protocole FTP pour pouvoir véhiculer ces fichiers. Et la version sécurisée du protocole FTP, c'est le protocole SFTP qui tourne sur le port 22. Ensuite, nous avons le protocole DNS. Le protocole DNS, Domain Name Server, il est utilisé pour associer un nom lisible et mémorable aux adresses IP. En réalité, lorsque votre application est installée sur un serveur, ce serveur a une adresse IP. La difficulté est que l'adresse IP n'est pas facilement mémorisable pour les utilisateurs finaux. Il est donc nécessaire d'avoir un nom de domaine qui est rattaché à l'adresse IP. Par exemple, google.com est un nom de domaine. Derrière google.com se trouve une adresse IP. Textigo est un nom de domaine. Derrière textigo.com se trouve une adresse IP. Maintenant, la résolution de cette adresse
IP avec le nom de domaine se fait à l'aide du DNS. Après, on a le protocole SMTP qui tourne sur le port 25 qui permet de véhiculer les emails. Donc, lorsque l'utilisateur crée son compte, vous avez besoin de lui envoyer un message pour vérifier si son email lui appartient effectivement. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un email vers la boîte email que l'utilisateur a renseigné au moment de la création de son compte. Et pour le faire, on a besoin du protocole SMTP qui tourne sur le port 25 et la version sécurisée du port SMTP tourne sur le port 465. Ensuite, on a le protocole TCP qui permet la transmission des données de façon fiable avec accusé de réception. Et la version non fiable qui ne fournit pas d'accusé de réception est le protocole UDP. Puis le protocole IP qui est Internet Protocol, il est utilisé pour l'adressage des machines et le routage sur Internet. Nous avons deux versions du protocole IP. La première version qui est IPv4 et la deuxième version qui est IPv6. La version IPv4 est la version qui offre le moins d'adressage possible. En fait, lorsqu'on créait cette version, on ne savait pas qu'un individu pouvait avoir besoin de 4 ou 5 adresses IP. De nos jours, vous allez remarquer, les voitures sont connectées sur Internet, les téléphones sont connectés sur Internet, les micro-ondes sont connectés sur Internet, les ordinateurs sont connectés sur Internet et vous savez qu'aujourd'hui, une personne peut avoir 2 à 3 téléphones. Donc, vous imaginez le nombre d'adresses IP qu'on a besoin pour chaque appareil qui passe sur Internet. D'où on a donc créé la version IPv6 à un adressage beaucoup plus grand qui est basé sur 16 octets. Ensuite, on a le protocole ICMP, Internet Control Message Protocol. Il est utilisé pour signaler les erreurs réseau et tester la connectivité entre les machines. Il est très important lorsque vous allez déployer votre application web sur un serveur et que vous allez essayer, vous ne parvenez pas à accéder à votre application web, pensez au protocole ICMP. À travers la commande ping, vous pouvez savoir si votre machine peut communiquer avec le serveur distant. Si la communication n'est pas possible, alors vous ne pourrez pas avoir accès à votre application web. Ensuite, on a le protocole Ethernet, qui est le protocole déjà au niveau de la couche réseau. En fait, c'est le support matériel sur lequel les données sont véhiculées. Mais là, c'est le support sur câble. Nous avons aussi le support sans fil, qui est le Wi-Fi. Puisque vous avez compris les protocoles, en réalité, c'est quoi le web? Le web, qui s'appelle de plusieurs façons de nos jours, World Wide Web, la toile, WWW, W3, est un système hypertexte public contenant des documents liés entre eux par des hyperliens permettant de passer automatiquement d'un document à l'autre. Vous allez remarquer, lorsque vous faites vos recherches, par exemple sur Google, vous avez toujours un lien qui vous permet d'aller d'une page à une autre. Lorsque vous cliquez sur une page, dans la page, vous avez des liens qui vous amènent vers une autre page. Ensuite, dans la page qui arrive, il y a des liens qui amènent sur une autre page et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, lorsqu'on représente Internet, on représente Internet sous forme de toile pour dire que vous pouvez cliquer de façon infinie et continuer à naviguer sur le net. Il est en réalité un aspect d'Internet, car d'autres services sont disponibles sur Internet comme SSH qui permet de travailler sur des serveurs distants. Donc, de nos jours, ne faites plus la confusion entre le web et Internet. Parce que le web, en fait, c'est la partie hypertexte de Internet et Internet est beaucoup plus grand. Dans Internet, on peut avoir des applications d'administration système, on peut avoir beaucoup d'autres applications telles que l'Ethernet qui permet de configurer des routeurs et ainsi de suite. C'est quoi donc une application web? Une application web, c'est simplement un logiciel applicatif qui est hébergé sur un serveur et qui est accessible à partir d'un navigateur web à travers un réseau Internet. Donc, votre application web, en fait, c'est elle qui fournit les différentes pages qui sont accessibles à travers les hyperliens du web, du www. Il enrichit le web avec de nombreux documents. Il est accessible grâce au protocole HTTP ou le protocole HTTPS. Le protocole HTTP est la version non sécurisée des pages web et le protocole HTTPS est la version sécurisée de vos différentes pages. Une application web est développée
dans une architecture client-serveur. Le client envoie une requête à travers ce qu'on appelle une URL et le serveur utilise la requête du client pour rechercher la ressource pour pouvoir retourner au client. En réalité, la ressource recherchée par le serveur se fait sur la demande du client. C'est la raison pour laquelle on dit une application web doit être développée sur une architecture client-serveur. Il est important de comprendre le fonctionnement des URL. Une URL identifie l'endroit où se trouve la ressource sur le web. Dans le web, la ressource peut être un document HTML ou un fragment de page. Le fragment de page, c'est un peu comme une section dans la page. Donc, dans une page, par exemple, vous regardez un article avec le titre, l'introduction, le développement, les exemples, ainsi de suite. Chaque partie peut constituer un fragment. Donc, une URL doit pouvoir permettre d'accéder à la page HTML ou d'accéder au fragment d'une page HTML ou à une partie d'une page HTML. Pour écrire une URL, nous avons besoin de définir en premier lieu le protocole de communication qui sera utilisé pour obtenir la ressource. Ça peut être HTTP, ça peut être HTTPS, ça peut être FTP, ça peut être SFTP ou ça peut être Mail-to. Dans le cas de SFTP, ça veut dire je désire récupérer un fichier sur le serveur parce que c'est le protocole SFTP qui permet de récupérer les données sur le serveur. Dans le cas de HTTP, sur le protocole HTTP, ça me permet de récupérer une page HTML du serveur ou un fragment de page HTML du serveur. Ensuite, on a spécifié qui est le serveur. On identifie un serveur avec son adresse IP. Mieux encore, avec son nom de domaine. Ensuite, le numéro de port qui est facultatif. Si vous avez installé votre serveur sur les ports par défaut, tel qu'on a illustré plus haut, alors vous n'avez pas besoin de spécifier le numéro de port sur l'URL. Mais si vous avez changé le numéro de port, vous êtes obligé de spécifier le numéro de port au niveau de l'URL. Ensuite, on a le chemin d'accès à la ressource qu'on appelle généralement PAT, qui permet au serveur de savoir exactement quelle est la ressource que le client a besoin. Je vous donne quelques exemples d'URL. Le premier exemple, c'est un accès sécurisé à une ressource web. Là, vous voyez bien le protocole HTTPS. Ensuite, on a l'insigne www pour dire en fait que on veut une ressource sur le web. Puis vient le nom de la machine qui est textzigo.com. Textzigo.com, en fait, c'est un nom de domaine. Et derrière ce nom se cache une adresse IP. Ensuite, il y a le numéro de port qui est 443. Je l'ai spécifié ici exprès, mais j'étais libre de le spécifier ou de ne pas le spécifier. Parce que 443, c'est le port par défaut du protocole HTTPS. Ensuite, on a le path qui est Report Issue 44A 256D55 DBC. En fait, c'est la ressource que j'ai besoin. En réalité, cette URL permet d'accéder à la page support de la plateforme Textzigo. Par exemple, si vous avez une réclamation ou si vous avez une question par rapport au service Textzigo, cette URL vous permet d'accéder directement à cette page HTML et de poser votre problème. Ensuite, j'ai donné un deuxième exemple d'URL qui permet d'accéder à une ressource web non sécurisée. Vous voyez bien le protocole HTTP, il n'y a pas S. La machine, c'est 127.0.0.1. En réalité, 127.0.1 désigne la machine locale. C'est une adresse IP qui désigne la machine locale host, donc la machine sur laquelle votre serveur s'exécute. Ensuite, on a le path formation /JS et on a le fragment intro. En réalité, cette URL permet d'accéder au cours de formation en JavaScript, mais sur la partie ou sur la section d'introduction. Dans le dernier exemple, je vous donne un exemple d'URL avec le protocole Mail-to. Ici, on a le protocole Mail-to et on a l'email franck.quedem@gmail.com. En réalité, cette URL permet d'écrire un message à franck.quedem@gmail.com. Nous avons parlé des ressources. En réalité, c'est quoi une ressource?
Une ressource, c'est tout élément dont l'utilisateur a besoin. Ça peut être une ressource statique. Parmi les ressources statiques, nous retrouvons le HTML, le CSS, les images, les sons, les vidéos et le XML. Le HTML, en fait, c'est le langage dans lequel les pages web sont écrites. Le CSS, c'est le langage qui permet de décorer les pages HTML. Ensuite, on a des ressources dynamiques côté client, comme le JavaScript et les applets Java. En réalité, pour que votre page web soit dynamique, vous aurez besoin de mettre à la disposition du client des ressources dynamiques côté client. Par exemple, le JavaScript. Le JavaScript va donner vie à vos boutons que vous avez créés au niveau du HTML. Je prends un exemple simple. Vous avez créé un formulaire d'inscription. Et dans ce formulaire d'inscription, vous prenez le nom, le prénom, l'email et le mot de passe de l'utilisateur. Ensuite, vous avez le bouton Inscrivez-vous. Ça, c'est le HTML. Maintenant, pour que le bouton Inscrivez-vous fonctionne, lorsque l'utilisateur va cliquer dessus, vous aurez besoin du JavaScript pour attacher un événement de clic sur ce bouton. Là, la ressource dynamique côté client JavaScript doit être récupérée par le navigateur au moment du chargement de la page HTML. Ensuite, nous avons les ressources dynamiques côté serveur. Par exemple, nous avons les scripts serveurs PHP, nous avons le JavaScript serveur et les servlets Java. C'est très important dans la mesure où, par moment, pour construire la page HTML, vous aurez besoin d'aller en base de données pour récupérer un certain nombre d'informations. Par exemple, vous avez besoin d'afficher tous les produits commandés par un client. Ce n'est pas une information statique parce que tout ce que le client a commandé, c'est stocké sur un serveur. Ça peut être un serveur MySQL, ça peut être un serveur Postgre, ça peut être un serveur MongoDB. Et lorsque l'utilisateur va faire la requête sur la page HTML qui fournit toutes les commandes passées par le client, alors cette requête va tomber directement sur une ressource statique côté serveur. Ça peut être un script PHP qui va aller en BD, lire toutes les commandes que l'utilisateur a passées et générer le code HTML pour pouvoir mettre à la disposition de l'utilisateur. À ce stade du cours, vous avez compris des généralités sur le web, vous avez compris les éléments de base qui vous permettent de comprendre une application web. Maintenant, on va s'intéresser à la question comment on met en place une application web. Pour mettre en place une application web, vous aurez besoin de maîtriser un ensemble de technologies. Parmi ces technologies, il y a des technologies côté client et des technologies côté serveur. D'un point de vue technique, on utilise des expressions comme front-end et back-end. Front-end désigne tout développement qui se fait côté client et back-end désigne tout développement qui se fait côté serveur. Au niveau des langages de programmation côté front-end, nous avons le HTML, le CSS, le JavaScript et le TypeScript. Pour les langages de programmation côté serveur ou back-end, nous avons Node.js, Java 2E, Python et PHP. De nos jours, il est difficile de développer une application de zéro. Pour développer votre application, vous aurez besoin des frameworks. Les frameworks ont pour rôle d'accélérer le processus de développement de votre application. Nous avons des frameworks front-end et des frameworks back-end. Au niveau du framework front-end, nous avons le framework React, Next, Angular, Vue.js. Au niveau des frameworks back-end, nous avons Nest.js, Express, qui sont des frameworks Node.js, Spring Boot, Spring Cloud, qui sont des frameworks Java EE, Django, qui est un framework Python, Symfony, qui est un framework PHP.